Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ici dans ce cadre magnifique du Salon des maires de France. Je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle, une des marques qui appartient au groupe InfoPro Digital qui co-organise avec le Salon et l'Association des maires de France ce beau Salon des maires de France. Alors thème bien évidemment industriel, autour de territoires d'industrie verte, accueillir un projet industriel sur son territoire compatible avec les impératifs écologiques. Voilà en tout cas le thème de cette table ronde et de notre échange. Alors on est vraiment dans l'actualité avec la mise en place bien évidemment de la loi Industrie Verte. Alors elle a juste été votée pour le moment. On sait que parfois en France c'est les décrets qui prennent plus de temps que la loi. Mais Bruno Le Maire, lors des assises de l'industrie, a promis qu'en juin, tous les décrets de la loi Industrie Verte seront passés. Alors une loi qui a plusieurs objectifs, bien évidemment de pouvoir déjà dans un premier temps construire plus rapidement des sites industriels sur le territoire français. Construire plus vite ne veut pas dire construire moins bien, et c'est notamment l'un des points qu'on va pouvoir voir avec nos trois invités que je vous présente. Juste à côté de moi, Guillaume Allard du Shift Project et chercheur à Dauphine en partenariat avec l'Institut Rexecode. Christophe Lanier au centre, directeur général adjoint du groupe 7, filiale de la Banque des Territoires, et Jean-Christophe Benoît, directeur du développement territorial de la renaturation chez CDC Biodiversité. Alors entrons tout de suite, si vous le voulez bien, Guillaume Allard, dans le vif du sujet. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit ce qui est vraiment important, c'est que oui, on peut réussir à décarboner l'industrie sans s'aborder l'industrie. C'est déjà pas mal ça. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'est effectivement l'enjeu, puisque l'industrie, on la veut décarboner, mais pour ça, il faut qu'il y ait une industrie. Et le maître mot de l'industrie, en réalité, c'est pas décarbonation, c'est compétitivité. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier les deux ? Nous, ce qu'on voit au Shift Project, c'est 4 axes. Le premier, c'est avoir de l'énergie décarbonée et compétitive en quantité suffisante. Le second, c'est de continuer l'amélioration continue, amélioration énergétique, amélioration matière. L'industrie a fait beaucoup d'efforts là-dessus, il faut poursuivre la trajectoire. La troisième, ce qui est plus ambitieux, c'est un pari sur les technologies de rupture, des changements de mode de production. Ça veut dire par exemple, là je pense notamment à l'acier avec réduction du fer à base d'hydrogène, c'est la production d'engrais à partir d'hydrogène décarboné, ou encore les nouveaux ciments à base notamment de biomatériaux. Et enfin, le dernier levier, c'est finalement c'est la façon dont l'industrie va répondre à un marché qui pourrait devenir de plus en plus sobre. Une société décarbonée, c'est une société qui fait appel à la sobriété. Et ça va avoir un effet sur la demande auquel va s'adresser l'industrie. Au moins sur le premier point, parce que c'est peut-être quand même le point capital, une énergie stable, sûre et à des tarifs à peu près compétitifs. Vous pensez que l'accord qui vient d'être trouvé entre l'État et EDF et la façon dont on prévoit de reconstruire des EPR et ce genre de choses, on répond justement à ce premier point ? Mais en fait, ce que va permettre cet accord, notamment l'accord, et plus généralement le plan de déploiement d'énergie de la France, ça va être de poursuivre ce qui est actuellement un de nos avantages compétitifs, c'est-à-dire une énergie décarbonée à bas coût. Alors, il faut être très clair, c'est un héritage qu'on a du passé, à une époque où on a construit beaucoup de réacteurs nucléaires à des coûts très compétitifs. On n'arrivera probablement pas à en avoir à des coûts aussi avantageux. Néanmoins, le plan de la France qui est de construire de nouveaux réacteurs, déployer massivement des éoliennes et des panneaux solaires va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens car ça nous protège des fluctuations des coûts des matières premières, notamment qui touchent les énergies fossiles. Et d'autre part, en fait, ça développe un savoir-faire qui a été en fait à l'origine de notre énergie décarbonée jusqu'ici, qu'on va pouvoir mettre au service de l'économie et notamment de notre industrie. Christophe Lanier, j'en passe à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du groupe 7, filiale de conseil de la Banque des Territoires. Mais justement, dites-nous un peu plus, ça veut dire quoi, filiale de conseil du groupe Banque des Territoires ? Qu'est-ce que vous faites concrètement à la 7 ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On accompagne les élus de collectivités de toute taille, de territoires très ruraux et de territoires très métropolitains dans la conception de leur politique publique et surtout dans la mise en œuvre de l'ensemble de leurs programmes d'aménagement du territoire, de développement de leur territoire et de transition de leur territoire. Alors justement, on vient de voir avec Guillaume les 4 points qui, selon le Shift Project, sont indispensables pour réussir une transition décarbonée et une forme de réindustrialisation verte. Commençons peut-être déjà par les mauvaises nouvelles avec vous, parce qu'il y a des freins à la réindustrialisation, il ne faut pas être naïf là-dessus. Quels sont pour vous nos principaux points noirs aujourd'hui ? Alors je vais m'intéresser moi aux freins
territoriaux, hein, parce que les freins macroéconomiques, les freins de compétitivité, d'innovation, de technologie de rupture ont été évoqués en filigrane de l'intervention précédente, hein. Nous, ce qu'on observe sur les territoires, c'est que les trois principaux freins à l'implantation d'industrie, et ça fait lien avec le projet Industrie verte, hein, c'est la question du foncier et de l'immobilier. On est d'accord que c'est la question majeure aujourd'hui? C'est une des questions majeures qui ne se posait pas il y a 20 ans, moi, pour avoir fait beaucoup de reconversion de sites militaires, de sites industriels, de réindustrialisation dans les années 2000. On ne se posait pas la question de trouver un site au début des années 2000. On avait des sites et des friches un peu partout. Se posait la question surtout de trouver des projets, puis de mobiliser un pack d'aide financière suffisante. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus de terrain aujourd'hui? Est-ce que c'est l'évolution de la réglementation avec notamment le zéro artificialisation nette? Est-ce que c'est parce que, et on y reviendra après avec M. Benoît, mais on n'a pas suffisamment travaillé à la mutation des dernières friches industrielles qui restent? Ou est-ce que c'est lié au fait que tout ce qu'on en est, on ne veut plus une usine au bout de notre jardin, donc ça enlève aussi beaucoup de terrain possible? Alors souvent on dit que les réponses sont dans la question, donc là typiquement les réponses étaient dans la question. Premier élément, je pense qu'on a depuis plusieurs dizaines d'années un phénomène de métropolisation et de tertiarisation de l'économie française. Et donc il y a eu un phénomène quand même assez massif sur tous les territoires qui ont perdu des usines, de se dire à la place de la friche industrielle, je vais faire un projet urbain, des logements, je vais essayer d'y mettre des activités tertiaires, des start-up, des bureaux, et que ça soit dans les grandes métropoles ou les villes moyennes. Donc ce phénomène qui avait toute sa logique à l'échelle de l'aménagement d'une ville a conduit à pas mal tertiariser les quartiers et les villes, et donc petit à petit à faire disparaître les différentes zones d'accueil potentiel de l'industrie. Ensuite, le deuxième sujet, mais qui est le corollaire du premier, c'est quand même un défaut de planification, c'est-à-dire que l'aménagement, c'est du temps long, hein. Si on prend le parallèle avec la question de l'énergie, où on a mis 20 à 30 ans pour construire une politique énergétique qui porte ses fruits ensuite pendant 70 à 80 ans, on est sur la même logique sur le foncier. Et ça prend 15 à 20 ans de structurer une politique d'aménagement, de la planifier, d'acquérir les terrains, de changer les règlements d'urbanisme. Et la question du temps long et du temps court, là, me semble être au cœur de sujets qui vont se poser sur la capacité d'exécution du projet de loi. Est-ce que ce qui est mis en place aujourd'hui, il y a pas mal de missions pour recenser le foncier, tout ça va aujourd'hui dans le bon sens? Vous avez l'impression que la planification est enfin en marche? Alors, je pense que ça va dans le bon sens, mais qu'il y a deux sujets qu'il faut mener de front et qui ne sont pas si faciles. C'est la planification. Et la planification, ça veut dire à horizon 15-20 ans. Mais elle doit être territoriale ou elle doit être nationale? Elle est en matière de foncier et d'immobilier, elle est nécessairement territoriale, puisque c'est dans les compétences des collectivités. Donc c'est comment je planifie à 15-20 ans le développement de mon territoire et la capacité à restructurer du foncier pour avoir du foncier disponible. Mais ça ne se fera pas dans les 2 à 3 prochaines années, hein. C'est beaucoup de consensus, beaucoup de concertation publique. C'est l'intégration de beaucoup de risques nouveaux en matière de biodiversité, de stress hydrique, d'acceptabilité des populations. Donc ça, c'est le mouvement long qu'il faut démarrer, parce que si on veut un jour qu'il porte ses fruits, il faut commencer un jour, mais avant 5 à 8 ans, on n'aura pas de réalisation concrète, hein. On ne change pas les règlements d'urbanisme, on ne se met pas tous d'accord avec la population, on n'explique pas à des habitants et à des propriétaires fonciers qui pensaient faire du logement et des bureaux et que maintenant ils vont faire de l'industrie et que le terrain du coup a une valeur divisée par 10. C'est quand même ça les 10 ou 15, c'est ça les sous-jacents qu'il y a derrière. Et en même temps, il faut des dispositifs un peu choc d'accélération de court terme, comme les 50 sites clés en main, le dispositif rebond industriel, un certain nombre de dispositifs. Et on est obligé, je pense, d'avancer sur à la fois les deux jambes. Ne faire que du court terme ne servira à rien en matière de réindustrialisation, et ne faire que du long terme ne produira aucun effet dans les quelques années qui viennent. Je passe à vous, Jean-Christophe Benoît. Je rappelle que vous êtes directeur du développement territorial et de la renaturation chez CDC Biodiversité. Vous aussi, même première question d'un mot, parce qu'on vous connaît pas obligatoirement très bien. C'est quoi concrètement CDC Biodiversité? On se doute que ça, vous aussi faites partie du groupe Caisse des dépôts, mais au-delà de ça. Bonjour à tous et à toutes. Donc CDC Biodiversité, effectivement, on est une petite structure du groupe Caisse des dépôts, on est une petite centaine de personnes et on est une entreprise privée, filiale de la Caisse. On a été créé en 2008 pour accompagner les entreprises et les collectivités dans la prise en compte de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on intervient selon 3 axes principaux. Le premier, c'est qu'on fait un peu comme des bureaux d'études, on vend du conseil, de l'expertise et de la formation en matière de biodiversité, hein. On accompagne des entreprises, des collectivités qui veulent s'engager dans une stratégie biodiversité. Donc ça commence à prendre, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un sujet
qui est un peu en retard par rapport au climat, mais on sent quand même que ça bouge là, avec des réglementations Parce que quand vous européennes dites, qui évoluent. comme on disait tout à l'heure, c'était quand on se parlait entre nous. Donc les gens Ouais. n'étaient pas tout à fait au courant. Ouais, non, mais Vous voilà, nous donc avez pour dit- dire que c'est un Ouais, ce qui sujet. était intéressant, c'est que vous nous avez dit, grosso modo, en 2008, j'intéressais personne. Voilà. Maintenant, Et on nous sollicite. maintenant le téléphone commence à sonner chez CDC Biodiversité, effectivement. Voilà, donc en premier axe, on fait plutôt de l'ingénierie. Deuxième sujet, on a développé une mesure d'empreinte de la biodiversité qui n'existait pas, un peu l'équivalent du bilan carbone, mais pour la biodiversité. Donc on appelle le GBS, le Global Biodiversity Score, qu'on destine aux entreprises, aux investisseurs financiers et aux collectivités. Voilà, donc un outil qui permet de s'évaluer en matière de biodiversité, en matière de niveau de pression. Et puis troisième axe, qui est l'action opérationnelle, parce qu'on propose des solutions de renaturation. Donc en fait, on achète des terrains dégradés qu'on va restaurer, gérer sur le long terme, et on va financer ça avec des leviers financiers tels que la compensation environnementale ou l'action volontaire d'entreprises, de collectivités qui veulent s'engager pour leur territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, il ne faut pas se tromper, c'est quasiment un objectif égoïste, parce que si on ne le fait pas, demain, on est tous dans la mouise. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais... Oui, effectivement. Alors la biodiversité, c'est le vivant, en fait, dont on fait partie. Donc aujourd'hui, on est en train de modifier significativement les conditions d'habitabilité de la Terre. En fait, on ne cherche pas à protéger la planète qui s'en sortira très bien, qui était là des milliards d'années avant nous et qui sera là encore demain et qui s'adaptera. En fait, aujourd'hui, c'est l'humanité et le vivant dans son ensemble qu'on est en train de perturber et qu'il faut absolument rétablir et proposer des conditions pérennes et durables et confortables en fait pour nous. Parce que vous me donniez un exemple là aussi quand on a préparé cette table ronde, c'est l'exemple chinois où parce qu'on a trop désindustrialisé, on a trop réindustrialisé sans se poser de questions, on est obligé de polliniser à la main les cerisiers parce qu'il n'y a plus de milieu naturel. Oui, alors la biodiversité, c'est une notion qu'on a encore du mal à comprendre par rapport au climat, la tonne carbone. Voilà, c'est un paramètre qui parle à tout le monde. La biodiversité, c'est plus compliqué. Et en fait, aujourd'hui, on ne se rend pas compte que la nature nous rend des services invisibles et silencieux. Et en fait, on se rend compte quand c'est trop tard, quand ça disparaît. Effectivement, en Chine, dans certaines provinces, ils ont tellement mis de produits pesticides qu'il n'y a plus de pollinisateurs naturels et qu'aujourd'hui, les exploitants agricoles sont obligés de polliniser à la main, c'est-à-dire d'aller chercher du pollen, notamment pour les cerisiers, et d'aller le mettre sur les fleurs pour qu'ils soient sûrs d'avoir des fruits. Voilà. Donc, un exemple assez parlant de pollinisateurs qui disparaissent. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus de fruits et légumes. Voilà. Donc, la biodiversité, c'est ça. C'est ce qu'on mange, c'est avec ça qu'on s'habille, c'est avec ça qu'on respire, c'est avec ça qu'on boit. Donc, c'est toujours intéressant de le rappeler pour dire qu'on n'est pas là pour embêter les entreprises et le développement économique, mais c'est une question de survie quelque part. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, quand on parlait avec Christophe Lanier des friches industrielles, la nature, elle a bien évidemment repris ses droits depuis des années dans les friches industrielles. Et donc, c'est très utile de bien réfléchir à ce que chacun ait sa place, l'industriel, mais aussi la nature. Et c'est ce pourquoi vous travaillez, vous, du côté de CDC Biodiversité. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est d'anticiper en fait ces problématiques environnementales et de biodiversité parce que ça a souvent été le parent pauvre dans les projets d'aménagement. Alors depuis 1976 existe la fameuse séquence éviter, réduire, compenser qui a été très mal appliquée et qu'on redécouvre un peu dernièrement et qui aujourd'hui constitue le talon d'Achille des projets d'aménagement. Je reparle de Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins, le Center Park de Roibon qui sont tombés à cause de la compensation environnementale qui avait été mal anticipée, mal traitée. Aujourd'hui, la 69, les associations attaquent via la compensation environnementale. Donc, en fait, l'idée, c'est d'anticiper en fait, toutes ces problématiques, sachant qu'il s'agit en fait de respecter une réglementation européenne qui vise le pas de perte nette de biodiversité. Donc, comment un projet n'impacte pas la biodiversité. Enfin, en tout cas, s'il l'impacte, il la régénère, il la restaure via la compensation. Et voilà, donc en fait, c'est ça notre objectif. Et vous parliez des friches industrielles, qui est en fait un exemple intéressant, parce qu'en fait, on a laissé partir des entreprises ailleurs, en Asie, en Europe de l'Est, etc. Aujourd'hui, on veut les ramener, sauf que ces sites qu'on a abandonnés depuis 15, 20, 25 ans, la nature y a repris ses droits et on a des problématiques. En fait, c'est pas si simple de réinstaller une entreprise sur un site industriel. On se rend compte qu'il y a des chauves-souris, des oiseaux, des insectes qui sont protégés et qu'on doit traiter, qu'on doit prendre en compte. Donc en fait, la nécessité d'anticiper cette problématique de la compensation, voilà, dans le cadre de planification, enfin en tout cas d'y penser, de réfléchir et pas attendre le dernier moment quand on va déposer un dossier d'autorisation pour dire il me faut un terrain de compensation. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on travaille, malheureusement. Guillaume Allard, je repasse à vous. Je rappelle que vous êtes notamment du Shift Project et c'est principalement avec cette casquette que vous êtes là aujourd'hui. Et quelles sont justement les 2-3 actions les plus en pointe pour réussir une décarbonation verte
au-delà peut-être là, de la notion de territoire, regardons la big picture, comme on dit en bon français. Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on y parvient? D'abord, en fait, la première gamme de mesures, c'est d'éviter les fuites carbone. Les fuites de carbone, c'est quoi? C'est en fait quand vous avez décarboné, ce faisant, vous êtes imposé des contraintes, vous avez adopté des technologies nouvelles et pas forcément les plus performantes, ou qui ne sont pas encore mûres. Donc, ce qui fait que vos petits camarades qui, eux, n'ont pas décarboné, vous prennent des parts de marché. Vous êtes perdant et au niveau du climat, on est aussi perdant parce que les émissions ne baissent pas vraiment. Comment on évite ça? C'est d'abord avec des systèmes de type prix du carbone et très important qui soient également étendus aux frontières. S'assurer également que l'Europe décarbone, s'assurer que ça ne se fait pas au détriment de l'industrie européenne. Alors là, attention à la façon dont on le conçoit. Un dispositif mal conçu peut en fait accélérer la désindustrialisation plus qu'il ne peut la limiter. Et là, il y a notamment une note de Rexecode sur le sujet, on pourra en reparler après si vous le souhaitez. L'autre type de levier, c'est garantir... Oui. Non, parce que vous pensez à la taxe carbone ou à ce genre de choses qui sont des bonnes idées sur le papier, mais nous, on a beaucoup de remontées de la part des industriels qui nous disent elle est quasi inapplicable et on va perdre en compétitivité par rapport au reste du monde. En fait, c'est là où c'est important. Si tout le monde est assujetti à la taxe carbone, il n'y a pas de problème de compétitivité en tant que tel. Vous avez juste une incitation à décarboner. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez un territoire comme l'Union européenne qui applique, alors ce n'est pas une taxe carbone, c'est des permis, des quotas achetés qui appliquent ce genre de politique et pas les autres. Dans ce cas, vous avez besoin en fait de rétablir une logique compétitive qui intègre cet élément carbone. Et c'est pour ça que l'Europe a mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui en soi est une très bonne idée. Il revient en fait en gros à imposer aux importateurs vers l'Union européenne à acheter des équivalents de certificats verts qui reviennent à acheter un quota. Seulement le problème, c'est qu'aujourd'hui ce mécanisme est incomplet, ce qui fait que par exemple il touche l'acier. Alors quand ça se passe bien, ça veut dire qu'un constructeur de construction mécanique va au lieu d'importer de l'acier carboné, va plutôt acheter de l'acier vert qui sera un peu plus cher. Mais une autre logique, ça serait que au lieu de faire ces constructions mécaniques en Europe, il va les délocaliser. Or, les constructions mécaniques, elles, ne sont pas directement touchées par ce mécanisme. Comme ce mécanisme est incomplet, en fait, ça risque de favoriser la désindustrialisation. Donc la façon dont on conçoit un mécanisme d'ajustement aux frontières est absolument cruciale. Et comme vous le dites, si on n'a pas ce genre de mécanisme, en réalité, une taxe carbone qui en soi est une bonne idée ou un permis carbone, eh bien en fait, ça devient un désavantage compétitif. C'est quelque chose qui va éroder votre industrie. Donc attention à la façon dont on le conçoit. Alors je vous ai coupé. Quels sont les autres points pour justement réussir? Alors l'autre point, c'est en fait de garantir une demande verte aux industries qui se décarbonent. Ça peut être par exemple des normes d'approvisionnement décarboné, avec des réglementations comme par exemple la RE 2020 qui régit la construction de nouveaux bâtiments. Ça peut être également des leviers comme la construction, comme la commande publique, en introduisant des critères décarbonés. C'est notamment ce que devrait permettre le Green Deal européen. Un dernier levier, c'est donner un cadre pour l'émergence des technologies de rupture. Il y a évidemment les aides publiques, mais ça peut également être un cadre juridique, comme par exemple pour les technologies comme la capture et le stockage du carbone, qui va impliquer des infrastructures de compression, de transport et de stockage du CO2. Christophe Lanier, j'en viens à vous. Vous nous avez parlé des freins tout à l'heure. Là, on commence à voir au-delà du territoire les éléments pour réussir à sa réindustrialisation. Quels sont les leviers si on se met vraiment peut-être au plus proche du territoire? Sur les leviers au plus proche du territoire, on est dans une société très réglementée où il y a toujours un recours possible, quoi qu'on fasse dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Donc je pense que la façon de s'en sortir au plus près du territoire, ça va être d'abord de créer du consensus quand on est un élu et quand on est une collectivité, quand on est un collectif d'acteurs, créer du consensus sur l'utilité à faire et la nécessité de faire. Donc là, vous voulez dire de la pédagogie? De la pédagogie, oui, un mélange de pédagogie, de consensus, de vision pour le territoire. Alors là, on parle d'industrie, donc ça s'applique à l'industrie, mais ça va s'appliquer à tous les sujets de la vie politique locale. C'est-à-dire qu'il faut réussir à réembarquer, réenchanter le destin. Par exemple, une vision, c'est se dire, il y a telle usine qui s'installe là, mais en compensation, on va créer 200 logements parce que il faut bien réussir à faire venir les gens pour travailler dans cette usine. La conséquence, ce sera l'école, le centre social, Ça, c'est plutôt les solutions, là. Vous êtes déjà dans le fait qu'on est d'accord sur le fait de faire. Ah oui. Je pense que l'étape d'avant, c'est de se dire, est-ce que sur le territoire, on a une vision commune de se dire, c'est important de réimplanter des usines,
d'un point de vue national, mais quand on est au niveau local, c'est aussi d'un point de vue local. Est-ce que c'est la trajectoire dans laquelle on veut positionner le territoire? Je pense que cette question du consensus, qui touche assez vite la concertation, me paraît assez fondamentale, parce que la plupart des projets qui étaient évoqués, quelque part, on avait techniquement raison. Les entreprises qui avaient déposé leur dossier, alors quand on parle de Notre-Dame-de-Lande, d'un Center Park ou d'une grande plateforme logistique ou de l'EDUF en Bretagne, avaient franchi les étapes administratives, avaient fait leur tour de stade, avaient sauté les haies une par une, se disaient donc j'ai tout fait bien comme il fallait, sauf qu'en fait il n'y a pas consensus. Et quand il n'y a pas consensus, il y a des recours formels, informels. La plupart des grandes contestations arrivent souvent de l'extérieur du territoire. Donc c'est une complexité supplémentaire pour les élus, c'est-à-dire qu'on crée du consensus et puis arrivent des opposants qui sont pas de sa commune. Et donc il y a besoin, moi, dans les leviers, je pense que cette question, alors qui est hyper difficile et hyper immatérielle. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se dire que parfois le consensus, on a beau être peut-être le plus ouvert possible, essayer de préparer le terrain, il est introuvable. Je pense qu'il faut avoir un socle maximal sur son territoire qui part sur l'ensemble des habitants, les retraités, les associations, les écoles, sur le fait de se dire que, alors là on parle d'industrie, mais on pourrait parler d'autres sujets, que c'est quelque chose qui est important pour le territoire. Je pense que ça va commencer par là, et puis après je reviens dans les leviers. Je pense qu'il y a le levier de la planification est essentiel. Ça a été longtemps un gros mot, c'est devenu un gros mot, le plan, l'aménagement du territoire, la planification dans les années 80-90. Il y a eu un mainstream un peu libéral qui consistait à se dire il se passera ce qui se passera, la main visible d'Adam Smith fera son travail, et donc on a perdu le fait de se dire quand on aménage un pays et un territoire, il faut nécessairement le planifier, l'organiser sur le long terme et pas changer tous les 2-3 ans, parce que sinon on est en incapacité de porter des politiques publiques un peu massives. Donc cette question de l'aménagement, de la planification dans les documents d'urbanisme est assez centrale. Et après, il faut inévitablement, comme je le disais, peut-être le troisième levier, c'est des dispositifs d'appui flash et de court terme pour les chefs d'entreprise. Alors ça peut prendre tout un tas de déclinaisons en matière d'ingénierie, de soutien RH, d'appui au recrutement, de dispositifs aux frontières, mais qui, sans planification et surtout sans consensus, vont se heurter à la réalité de la vie dans les territoires et à la multiplicité des recours qui fait qu'on finit par abandonner son projet parce que c'est trop compliqué. Mais justement, est-ce que Jean-Christophe Benoît, le projet Industrie verte en la matière, va un peu changer les choses? Parce que je pense notamment aux recours. L'idée n'est pas du tout de les empêcher. L'idée est de les traiter en même temps plutôt que de les traiter à la suite. Est-ce que vous, par exemple, sur le sujet que vous traitez, ça change les choses? Alors nous, le projet de loi Industrie verte, il introduit un outil qui nous semble intéressant, qui est le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, donc le SNC2R, qui est en fait une action de renaturation par anticipation sur un territoire. Donc moi je rejoins l'objectif de planifier où sont les enjeux, de quoi on a besoin pour un territoire plus résilient, et donc de proposer à des aménageurs qui auront des obligations de compensation d'utiliser ces sites après dans le cadre de leur projet. Et on ouvre en fait, ce site est ouvert également à la contribution volontaire, c'est-à-dire qu'une entreprise, une collectivité, peut-être demain des particuliers, pourront contribuer au financement de ces opérations de renaturation de grande ampleur sur les territoires. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui fait suite à une première expérimentation qu'on avait menée nous, dans le cadre de la loi Biodiversité 2016, qui est le site naturel de compensation, en fait, qu'on fait évoluer. Là, donc on attend la publication des décrets, mais l'idée, c'est de démultiplier ces sites qui ont eu du mal à voir le jour dans le premier cadre dans lequel ils ont été créés. Mais voilà, on parle de 50 sites de réindustrialisation. L'idée, c'est qu'il y ait 50 SNC2R demain à disposition des aménageurs, alors qui devront éviter réduire leurs impacts. Mais en tout cas, il y aura forcément des effets sur la biodiversité. Donc, ils auront cette solution de compensation qui est pertinente. Donc, nous, on l'avait testé dans la plaine de l'Accro, sur le site de Caussure, dont vous avez peut-être entendu parler, le premier site naturel de compensation. Voilà, on avait acheté un verger industriel de 360 hectares qu'on avait restauré et progressivement, les aménageurs qui ont impacté des milieux naturels autour de ce site-là sont venus financer. Voilà. Donc, on avait lancé cette opération en 2008. Aujourd'hui, on avait créé 360 unités de compensation, sont toutes utilisées. Et on a une opération qui, d'un point de vue écologique, est un résultat, parce qu'on a ça s'adressait notamment aux oiseaux de plaine méditerranéenne. Ils sont tous revenus. Voilà, d'un point de vue écologique, ça marche. D'un point de vue économique aussi, puisqu'on l'a utilisé. Et les aménageurs ont trouvé des solutions
Alors on va nous dire c'est un droit à détruire. Non, parce qu'ils ont fait un dossier d'instruction où ils ont dû montrer qu'ils avaient évité, réduit, et les impacts significatifs qu'on peut pas. Voilà, il y a forcément un peu de casse quand on aménage un territoire. Et ben, ils viennent utiliser ce genre d'outils. Donc, voilà, bon, pour nous, c'est une perspective intéressante. Donc, on verra comment elle se décline, mais en tout cas, qui apporte des solutions d'anticipation. Enfin, on insiste vraiment sur l'anticipation et des opérations de grande ampleur pour pouvoir restaurer des fonctionnalités écologiques. Parce qu'aujourd'hui, la compensation, elle se fait sur du timbre-poste. Hein. C'est des petits hectares par-ci, par-là, ça ne marche pas. Et au final, on perd de la biodiversité. Donc, voilà, donc là, c'est des opérations de grande ampleur sur les territoires qui viendront se faire financer par de l'action volontaire ou de l'action réglementaire. Et c'est pour ça que vous avez travaillé plus largement à un dispositif clé en main avec compensation écologique pour faciliter justement l'installation de projets industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dispositif, il existe, quoi. Donc c'est pour accompagner, hein, on n'est pas, c'est comment on rend compatible, en fait, et c'est possible de rendre compatible un projet d'aménagement avec la préservation et la restauration de la biodiversité. Simplement, il faut l'anticiper, le préparer et travailler avec des professionnels sur le sujet, mais on y arrive. Hein. Enfin, c'est pas. Après, il y a des projets qui sont pas compensables, qui sont pas. Faut accepter aussi qu'on les fasse ailleurs ou qu'on les fasse pas. En tout cas, voilà, quand on parle d'école, qu'est-ce qui rend un projet pas compensable? Un projet qui n'est pas compensable, c'est un projet qui va impacter des milieux qu'on ne saura pas réparer, par exemple, et qui vont induire une perte irremplaçable. En fait, voilà, donc d'un point de vue biodiversité, hein, je parle après d'un point de vue sociétal, acceptabilité. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, la loi prévoit qu'un projet qui impacte du milieu non compensable ne soit pas autorisé. Guillaume Allard, est-ce qu'il peut exister une sorte de modèle français d'exemplarité environnementale comme une sorte de, comment je pourrais dire, de facteur d'attractivité industrielle? Je pense qu'en réalité, si on veut recréer une attractivité en France, et ça mes voisins l'ont, notamment mon voisin a bien évoqué le mot, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long, c'est quelque chose qui se planifie. On a parlé de la disponibilité énergétique, il faut bien comprendre que tous les réacteurs qu'on voudra construire, toutes les éoliennes et tous les panneaux solaires qu'on voudra installer, ça va mettre 10 ans au moins à arriver, même plus. Un tout petit peu plus pour les réacteurs. Voilà, même pas vraiment plus pour les réacteurs. Là, je vais donner la fourchette basse. Par ailleurs, l'énergie, c'est une chose. Il va également falloir penser à qui va travailler. On va avoir besoin de main-d'œuvre. On va avoir besoin de main-d'œuvre formée, donc des gens qui peuvent aller travailler dans l'industrie. Et on va avoir besoin de main-d'œuvre qui a envie d'aller travailler dans l'industrie. Donc, il va aussi y avoir besoin de créer un récit autour de l'industrie et également une envie d'aller travailler dans les territoires d'industrie. Les territoires d'industrie, ce n'est pas les grandes métropoles qui sont plutôt les territoires des services, c'est les petites et les moyennes villes, aujourd'hui plutôt en déclin en France. Donc, qui va vouloir s'y installer? Quelle offre on va pouvoir leur proposer? Quelle offre de transport décarboné, de transport sobre? Quelle offre culturelle? Une culture également décarbonée, une culture sobre. Donc il y a tout un plan de transformation de l'économie, et c'est ce que propose le Shift Project, qu'il va falloir créer, qu'il va falloir articuler pour arriver à transformer nos territoires en territoires d'industrie. Et je voudrais en dire une dernière chose. On a beaucoup évoqué la question de en fait, créer un mécanisme d'ajustement frontière, de quelque peu recréer un environnement concurrentiel qui intègre la question du carbone. Attention à ne pas trop voir la protection. On est tenté de se dire l'industrie, il faut la protéger. Une industrie qui est performante, une industrie qui s'est reconstruite, c'est une industrie qui exporte. Et l'industrie, c'est à la fois un besoin de prendre en compte une concurrence équitable qui prend en compte des questions comme la décarbonation, c'est aussi une industrie qui est tournée vers l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose un énième plan qui est lancé ce matin, s'appelle ETICEL ou un truc qui ressemble à ça, voilà, pour justement doper la vie des ETI et aller plus à l'international. Exactement. Christophe Lanier, ce projet Industrie Verte, vous, de façon concrète, au travail, ça vous permettra d'aller plus vite? Alors la réponse c'est oui mais. Oui, parce que évidemment, plus on est en capacité de prendre des décisions et d'accélérer à la fois la planification et le court terme, plus ça va dans le bon sens. Mais on sait, alors pour tous ceux qui travaillent soit dans une entreprise, dans une collectivité, que le succès, alors là d'un projet de loi, mais d'une stratégie, c'est 10% les idées qu'on met dedans, et puis c'est 90% la capacité à le faire pour de vrai et à exécuter opérationnellement ce qu'on a décidé. Et donc c'est souvent là où les plus durs commencent, hein. À la fois dans une entreprise ou à la fois en matière de politique publique, c'est est-on en capacité d'avoir les structures, l'organisation, les ressources humaines, la persévérance pour faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc c'est là où souvent les politiques publiques souffrent, hein, c'est la capacité d'exécution réelle sur le terrain. Donc on ne peut qu'être positif a priori, et après
les uns les autres dans nos métiers respectifs, ils mettent l'énergie pour que ça marche, mais c'est essentiellement un sujet de mise en œuvre ensuite derrière. Et là, on parlait d'emploi, mais aussi un problème humain. C'est-à-dire que si on veut traiter tous les recours en même temps, par exemple, il faut embaucher des gens pour pouvoir le faire, puisque jusque-là, c'était par exemple à la suite. Vous avez l'impression que ça bouge un petit peu dans les territoires? La question des recours, ils sont légitimes et c'est bien normal. L'idée n'est pas de les C'est critiquer. comment on crée un maximum de consensus pour quelque part en avoir le moins possible, et après ils seront inévitables, donc il faut les traiter, être dans le respect du cadre légal. Et effectivement, l'un des sujets dont on a assez peu parlé, mais on l'a évoqué en fin de discussion, hein, c'est sur les freins sur les territoires, c'est quand même aussi un sujet de ressources humaines et de recrutement, hein, que rencontrent les entreprises, qui souvent, pour les entreprises existantes, calibrent leur projet de développement à leur capacité de recrutement. C'est-à-dire, moi, sur beaucoup de territoires, j'ai eu des discussions avec des chefs d'entreprise qui nous disent « Moi, je fais une extension, je fais tel projet d'extension et je vais embaucher 15 personnes. J'aurais pu faire plus 40 personnes et voire plus grand, mais je sais que les 40, je ne vais pas les trouver. Donc, ça ne sert à rien que je vende à mon actionnaire que quand je suis une multinationale, je négocie dans ma tectonique de plaques que le projet va se faire dans l'usine française et pas la belge ou pas la hollandaise. Parce que si je vends trop grand et que je suis bloqué sur le recrutement, on va me reprocher de ne pas être en capacité de faire ce que j'ai dit. Et donc la question RH et du recrutement est quand même souvent assez centrale dans le design des projets. C'est-à-dire qu'on ne rencontrait pas, là encore il y a 20 ou 30 ans, on se disait on va mettre une cellule Pôle emploi à l'époque, on va trouver 200 personnes, pas de problème. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont beaucoup internalisé le fait qui ne pourraient pas dépasser des certains seuils de recrutement. Et donc, il y a souvent ce recalibrage des projets qui se fait, ce qui est un peu paradoxal. On a des belles entreprises sur les territoires, hein, des belles PME, des belles ETI, mais qui souvent s'auto-limitent en se disant je sais que ça va être difficile. Et encore là, on n'aborde pas après les questions qui sont derrière, de la question du logement et toutes les questions connexes qui se posent sur des grands territoires comme Dunkerque, où il y a un énorme effort dans l'industrialisation. Et à un moment donné, la vitesse d'exécution fait que si on amène des emplois, il faut amener des logements. Il faut avoir conscience qu'à Dunkerque, dans les 10 prochaines années, c'est 20 000 emplois qu'il va falloir créer. Mais il faut des logements et des écoles, et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, et encore faut-il que les collectivités aient les moyens. Bien évidemment. On va pouvoir passer à vos éventuelles questions, si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un... Ouais, je vous amène mon micro. Bonjour. Merci pour vos interventions. Je suis journaliste à Contexte. J'avais une question sur l'eau. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, ce sujet, la raréfaction de la ressource, peut peser sur l'implantation d'industries? Alors, qui veut répondre? Sur l'eau. C'est ça, hein, l'eau. Hein. Je veux bien esquisser une réponse. Le sujet de l'eau va poser des questions nouvelles sur le développement au sens large d'un territoire. C'est-à-dire sur sa capacité à absorber des touristes l'été, par exemple, sur évidemment la capacité à accueillir ou non des industries plus ou moins consommatrices d'eau. Et ça va être progressivement, on le voit nous dans nos missions de planification, hein, la clé d'entrée environnementale est de plus en plus forte. Avant, la clé était très urbanistique et réglementaire. Et de plus en plus, la clé d'entrée est de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans le développement de notre territoire, donc en matière de logement, de services, de tourisme, d'économie, d'industrie, compte tenu du jeu de contraintes naturelles, la biodiversité, l'eau, qui va s'imposer à moi. Et peut-être que le plafonnement de mon développement sera aussi en partie lié à ma capacité à me fournir en énergie, notamment en eau, ce qui sont des questions complètement nouvelles, hein. Qui sont à la fois de bon sens quand on y pense, mais jusqu'à présent, tout ça est une ressource illimitée. C'est-à-dire qu'on se disait, je rajoute 30 000 logements, donc 90 000 personnes, je fais venir quelques centaines de milliers d'emplois, des touristes l'été. De toute façon, je vais étendre mes infrastructures. Si j'ai pas assez, je tirerai des tuyaux pour que ça vienne de l'extérieur. Et donc là, on sent qu'il y a un paradigme intellectuel qui change. Alors dans la vie pratico-pratique, il n'y a pas de réalisation encore concrète. Mais on voit que sur un certain nombre de territoires, se pose la question de se dire, est-ce que je n'ai pas un maximum de développement qui va se poser parce que je n'aurai pas les ressources naturelles suffisantes à fournir à ma population. Et donc c'est valable sur la question de l'industrie, évidemment. On voit des industriels à qui on a dit, vous ne pouvez pas vous implanter sur ce territoire-là parce qu'en fait, vous allez avoir un tel degré de prélèvement de ressources que ça déséquilibre le système. Mais c'est valable pour le développement des territoires en général que cette question va se poser. Vous avez des exemples?
Il y a notamment l'exemple d'ST Micro qui pose des questions là sur Ouais, et puis l'eau, il me semble qu'il y a un exemple en Bretagne de l'implantation notamment d'un groupe industriel qui a posé des questions sur la question de la ressource en eau. Hein. Guillaume, vous vouliez compléter ou Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je connais bien le monsieur Guillaume Doyen, qui est le directeur de la rédaction de la Gazette des Communes, un très joli journal. Merci Emmanuel. C'est une question pour Guillaume Allard. Parmi les technologies de rupture que vous avez évoquées, laquelle vous semble la plus prometteuse à court ou à moyen terme? Alors, en fait, tout va dépendre de l'industrie dont on parle. Généralement, on s'intéresse surtout à l'industrie lourde. L'industrie lourde, c'est les 3/4 des émissions de l'industrie en France. En fait, pour ce qui va être de la sidérurgie, généralement, aujourd'hui, la technologie qui est la plus en vue, c'est l'utilisation de l'hydrogène pour réduire le minerai de fer, pour l'oxyde de fer. Aujourd'hui, on utilise du charbon, du coke, et ça génère beaucoup de CO2, non pas tellement pour générer de la chaleur, mais en termes d'émissions de procédés. Et donc, on remplacerait ça par de l'hydrogène, et après, le réduit de fer qu'on obtiendrait est cuit dans un four à arc électrique. Enfin, cuit, il est fondu dans un four à arc électrique, et ça donne de l'acier. Donc ça, c'est aujourd'hui la filière la plus prometteuse et la plus avancée pour la sidérurgie. Pour ce qui est de la chimie lourde, notamment la chimie de l'ammoniac, qui sert notamment à faire les engrais, aujourd'hui, la principale technologie, c'est tout simplement on a besoin d'hydrogène pour produire de l'ammoniac, et c'est de produire de l'hydrogène par électrolyse à base d'électricité décarbonée, alors qu'aujourd'hui, plus de 95% de l'hydrogène produit pour l'industrie est fait en réformant du méthane, ce qui génère du CO2. Donc ça, c'est la deuxième. Et pour le ciment, alors ça, c'est là, il y a beaucoup plus de technologies candidates. On a notamment le fait de remplacer ce qu'on appelle le clinker, qui est en fait un peu du clinker, enfin La du matière qu'on qui va permet de chauffer faire le pour ciment. former du ciment, d'y adjoindre des matériaux, notamment des matériaux biosourcés pour réduire la proportion de clinker, ce qui réduit la production de CO2 dans Ce que fait par exemple un groupe comme Hoffmann en Vendée, qui est très en pointe en la matière. Exactement. Et maintenant, il y a une start-up britannique qui a mis au point en fait une méthode de réduction du clinker, à base d'électricité, et qui notamment permet de réduire les émissions. Et enfin, il y a une technologie un peu attrape-tout, qui est la capture et le stockage du CO2, c'est-à-dire en fait on met une espèce de gros aspirateur à la sortie des cheminées, on absorbe les gaz qui en sortent, on sépare le CO2, on le compresse et on l'injecte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui, mais qui demande des infrastructures assez importantes pour compresser, transporter et stocker ce CO2. Et beaucoup contesté par certaines associations qui disent que c'est loin d'être aussi mirifique que ce qu'on dit, et que ça peut peut-être être, le GIEC le dit aussi, ça peut être de la transition, mais ça ne peut pas être un projet de long terme. De toute façon, ça rappelle toujours, la décarbonation, il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions. Le CCS peut en faire partie, ce n'est pas une balle magique. Christophe, vous vouliez apporter rapidement quelque chose, que je crois qu'on doit céder la place. Oui, une réponse rapide. On voit dans la question et on voit dans la réponse qu'on aura besoin d'ingénieurs pour mener la transition verte, parce que ce sont des sujets techniques. Alors ce sont des sujets politiques, mais ce sont aussi des sujets techniques et technologiques. Et donc dans le projet de loi, il y a le fait d'essayer de redresser les parcours ingénieurs qui n'attirent pas suffisamment de monde, et on va avoir besoin de monde pour réfléchir et essayer de trouver chacun dans son domaine et à sa petite échelle des solutions assez concrètes. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Vous pourrez continuer les discussions hors de cette zone. Merci à Guillaume Allard, merci à Christophe Lanier, et merci beaucoup à Jean-Christophe Benoît. Merci à tout le monde. Merci Emmanuel.